Salut, bienvenue sur Mediapart. Les 12 et 13 octobre prochains, les 27 pays membres de l'Union européenne vont décider s'ils autorisent ou non à nouveau l'utilisation du glyphosate. Le glyphosate, c'est quoi? C'est juste l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Est-ce qu'il est dangereux pour la santé des agriculteurs, pour le reste de la population? Que nous dit la science? Que sait-on précisément? Réponse aujourd'hui avec une des références sur le sujet. Il s'appelle Xavier Coumoul. Il est toxicologue à l'université Paris-Descartes. Bonjour à vous. Et avec Amélie Poinceau de Mediapart pour vous interroger. Amélie qui fera le point aussi sur les coulisses de cette bataille d'influence qui se joue actuellement dans les instances européennes. À l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart. C'est parti. Alors le glyphosate, c'est une molécule découverte en 1950, au départ utilisée pour détartrer les chaudières et les canalisations. En 1970, la firme américaine Monsanto découvre qu'il n'est pas cher à produire et surtout qu'il est très efficace pour désherber à peu près tout. Quelques années plus tard, Monsanto commercialise son produit phare à base de glyphosate qui s'appelle le Roundup, qui a depuis inondé les vergers, les champs et les plantations dans le monde entier. 800 millions de tonnes de glyphosate sont utilisées chaque année dans le monde. C'est l'herbicide aussi le plus utilisé en France, qui est la première acheteuse de cette substance en Europe. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, a classé le glyphosate comme un cancérogène probable. Amélie, c'est ce glyphosate, ce même glyphosate, que les 27 pourraient autoriser à nouveau pour 10 ans en Europe. Tout à fait. Donc le vote se déroulera le 13 octobre. Les 27 à ce moment-là vont se prononcer, sachant que le processus a commencé déjà il y a quelques temps. Je fais un bref petit récap. C'est le 6 juillet en fait que l'EFSA, l'agence sanitaire européenne, a rendu son évaluation sur le glyphosate, indiquant que pour elle, il n'y avait pas de domaine préoccupant pouvant conduire à son interdiction. En gros, c'est un feu vert à sa réintroduction. Cependant, l'EFSA a quand même précisé qu'il y avait un certain nombre d'aspects sur lesquels elle n'avait pas de données. Donc on y reviendra aussi sans doute avec vous, Xavier Coumoul. Mais en tout cas, la Commission européenne, sur la base de l'évaluation de l'EFSA, a proposé donc une nouvelle réglementation, réautorisant donc la molécule sur le marché européen jusqu'en décembre 2033. Pour l'instant, la France soutient, sur la durée, c'est pas encore très clair, mais en tout cas, elle est pour la réautorisation du glyphosate. Certains États européens ont déjà dit qu'ils étaient contre, et notamment l'Allemagne, gros pays quand même. L'Autriche et le Luxembourg ont d'ores et déjà indiqué qu'ils s'opposeraient à la réintroduction, au maintien du glyphosate sur le marché. D'autres pays sont plus hésitants. On sait notamment que les Pays-Bas, la Croatie, mais aussi la Belgique pourraient s'abstenir. Donc les jeux ne sont pas encore faits. Il faut une majorité qualifiée pour adopter cette nouvelle réglementation, c'est-à-dire 15 États sur 27 qui représentent 65% de la population européenne. Xavier Coumoul, votre parole est assez rare, donc merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de biochimie et de toxicologie à l'université Paris-Descartes. Paris-Cité. Ça a chanté. Oui, ça a changé. Voilà. D'accord. En 2021, vous avez, avec plusieurs autres chercheurs, réalisé une grande enquête intitulée « Pesticides et effets sur la santé, nouvelles données » pour évaluer l'impact sanitaire des différents pesticides comme le chlordécone, massivement utilisé aux Antilles dans l'industrie de la banane, d'autres substances et aussi les glyphosates, donc premier herbicide. Une enquête de 1000 pages qui fait le point sur en fait toutes les études disponibles sur le sujet et qu'on peut toujours consulter sur le site de l'INSERM. Si vous étiez dirigeant d'un pays européen amené à décider dans quelques jours la réautorisation du glyphosate et si la décision se faisait sur le seul critère des connaissances scientifiques dont on dispose à ce stade, on sait qu'évidemment les dirigeants politiques ils font des décisions politiques, mais imaginons que les dirigeants, que vous soyez un de ceux-là qui prennent des décisions sur le critère scientifique, est-ce que vous diriez, banco, oui, on y va, on réautorise le glyphosate, ou non? Alors, je ne peux pas répondre à la question, parce qu'effectivement, si je me prononce sur la question, du coup, on aura l'impression que mon avis, entre guillemets, a orienté mon choix d'expertise et ce que je raconte dans ce qu'en tout cas j'ai décrit dans l'expertise avec tous mes collègues et tout ce qu'on a écrit. Donc, moi, ce que je demande en fait aux politiques, c'est qu'ils lisent tous les rapports et qui prennent en compte l'ensemble des connaissances scientifiques qui sont disponibles, connaissances scientifiques qui ne sont pas nécessairement choisies selon les mêmes critères en fonction des entités qui vont réaliser les expertises, justifiées ou non d'ailleurs, que ce soit l'EFSA d'un côté, le CIRC d'un côté, ou l'EFSA c'est l'agence européenne, le voilà, CIRC c'est l'entité qui dépend de l'OMS. Absolument, et c'est important de dire agence dans un cas par exemple, et Centre international de recherche sur le cancer, ou l'INSERM, recherche médicale, parce qu'en fait la méthodologie utilisée n'est pas la même. Et
sur ce plan-là, c'est extrêmement important d'expliquer aux populations qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent, que lorsque on a des avis parfois divergents sur un produit, c'est parce qu'on a des méthodologies différentes. Si je prends juste un exemple de la vie de tous les jours, vous prenez un Queen Amman. Tout le monde connaît ce dessert breton qui est particulièrement gras. Délicieux et gras. Sucré, mais délicieux, exactement. Si vous mettez un nutritionniste et un gourmet autour de la table, les avis seront complètement divergents. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne vont pas analyser les mêmes données. Il y en a qui vont utiliser, le nutritionniste va regarder le sucre, le gras, et puis le gourmet va typiquement regarder le goût. Et donc la méthodologie n'est pas la même, alors que le produit est exactement le même. Et alors sur le glyphosate ? Alors sur le glyphosate, vous avez une agence comme l'EFSA, qui se base principalement sur la science dite réglementaire, avec beaucoup de tests, qui en soi sont des tests robustes, mais qui ne vont pas couvrir l'ensemble de toutes les pathologies auxquelles l'être humain peut être confronté tout au long de sa vie. Exemple, l'être humain ou les écosystèmes d'ailleurs. Ou les écosystèmes, absolument. Donc si vous avez par exemple... Donc l'EFSA, c'est la fameuse agence européenne. Hein, l'agence européenne, ouais, EFSA, pour European Food Safety Agency, agence. Donc ce mot agence, il est important parce qu'il est souvent repris lorsqu'on parle de ces entités qu'on va trouver aussi au niveau national. Exemple l'ANSES en France. Et donc leur méthodologie, c'est de dire, nous, on se base sur ces tests. Alors ces tests, ils ont été développés dans un pays, mais reproduits dans un autre pays, reproduits dans un autre, etc. Et donc ils ont une certaine, on dira, robustesse quelque part. Mais ils couvrent pas tout. Et ce qu'on peut dire en fait sur la méthodologie de l'EFSA, c'est qu'il y a probablement des trous dans la raquette, puisqu'il y a des produits qu'ils ont dans le passé autorisés et qui, au final, ont fini par être introduits parce qu'on a effectué un suivi. Un suivi. Alors c'est pas nécessairement des pesticides en plus, comme le glyphosate, qui est un pesticide. Ça peut être d'autres produits. Et on finit par les enlever du marché parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des effets sur la santé qui n'étaient pas anticipés. Alors, sur la recherche, je termine juste sur les autres centres, très vite en 10 secondes. Sur l'INSERM, pour l'INSERM et le CIRC, ils prennent en compte beaucoup plus, entre guillemets, d'articles scientifiques. Ils font une sélection moins drastique, mais avec le risque, quelque part, que ces études ne soient pas reproduites à l'identique d'une étude à une autre. Ce qui fait qu'on a des avantages et des limites pour les deux méthodologies, au final. Donc le CIRC qui, je resitue, a déclaré en 2015 que le glyphosate était un cancérogène probable. Absolument. Il y a beaucoup de discours, de désinformation, d'arguments parfois contradictoires sur le glyphosate, y compris sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Oui. Donc on va faire le point avec vous sur ce qu'on sait de sa toxicité, de sa dangerosité, des effets sur la population. Première question, peut-on considérer que le glyphosate, c'est une molécule qui est toxique ? Alors, oui, sans doute possible. Puisqu'en fait, la plupart des molécules, entre guillemets, on va dire de nature produite par l'homme, sont toxiques par excellence. Tout dépend de la dose qu'on va utiliser, du temps qu'on va exposer les modèles, par exemple, lorsqu'on fait des expérimentations sur les cellules, ou lorsqu'on fait des études sur les animaux, sur la période, par exemple les bébés, ou les jeunes sourisseaux, si on prend des souris, vont être plus sensibles, entre guillemets, que les adultes. Donc la période, la dose, le temps d'exposition vont jouer un rôle. Et là, on parle donc du danger, ce qui n'est pas la même chose que le risque. Pour prendre un exemple tout à fait concret, si vous rentrez dans une pièce où il y a un lion, est-ce que le lion est dangereux ? Je vous pose la question. Oui, je ne ferai pas ça. Voilà. Est-ce que vous risquez de mourir ? Oui. Oui. Donc vous voyez, voilà. Si vous rentrez dans la même pièce alors que le lion est dans une cage, le lion reste dangereux, mais votre exposition au lion va être très diminuée et votre risque de mourir va être beaucoup plus bas. Et la différence, c'est la dose. L'exposition. L'exposition. Vous voyez, donc c'est différent. Lorsqu'on parle du danger du glyphosate, c'est oui. Lorsqu'on parle du risque, si vous n'y êtes pas exposé, conclusion, il n'y a pas de risque. Pourquoi l'OMS, en 2015, a estimé que c'était un cancérogène probable ? Oui. Pourquoi ? Absolument. Alors pourquoi ? Parce qu'ils se sont basés sur une très grande quantité de données. Nous, dans l'INSERM, on a lu pas moins de 6300 documents. On s'est basé sur 5300 documents. Le CIRC arrive à la conclusion que c'est probablement cancérigène parce qu'ils ont pris des modèles qui ne sont pas utilisés par l'EFSA, mais sur des études qui ne sont pas nécessairement répétées d'un laboratoire à un autre, encore une fois. Donc il y a ce petit, on ne va pas dire défaut, mais cette petite limite. Et par contre, un avantage qui est de couvrir beaucoup plus, entre guillemets, de modèles expérimentaux qui, pour certains, sont très relevants. Si vous prenez l'exemple du poisson zèbre, qui n'est pas un modèle que les gens connaissent, les gens, quand on parle de modèles dans le laboratoire, on parle de souris, de rats, etc. Il y a un modèle qui s'appelle le poisson zèbre, 70% de gènes en commun avec l'être humain. Donc,
entre guillemets, une ressemblance. Alors, c'est pas évident quand on regarde un poisson et un homme ou une femme, mais grosse ressemblance sur le plan génique. Il y a des études qui montrent qu'il y a des effets, typiquement, du glyphosate toxique sur ce poisson zèbre. Donc, du coup, lorsque vous prenez en compte énormément d'études avec énormément de modèles, vous arrivez finalement à un corpus de données qui laisse sous-entendre, même si on n'est pas absolument sûr, puisque l'avis, c'est probable, et c'est pas certain que le glyphosate... C'est aussi l'avis de l'INSERM, dans cette étude. Du coup, vous dites qu'il y aurait un lien de causalité qui pourrait s'exprimer entre l'exposition au glyphosate et un type particulier de cancer, qui est le cancer du système lymphatique, le cancer du sang. Alors, c'est un lymphome dit non-Hodgkinien, donc effectivement, c'est un cancer lymphatique. Et donc, nous, on dit qu'il y a une présomption de lien moyenne. On ne dit pas que c'est probable, on dit moyenne, présomption de lien moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a trouvé qu'il y avait des études, plusieurs études qui étaient convergentes pour dire que une exposition chez les agriculteurs ou agricultrices au glyphosate est associée à un risque de développer ce lymphome non-Hodgkinien. Avec un risque accru de 30 à 45% d'après les conclusions de l'INSERM. C'est ça. Donc du coup, on a quand même fait évoluer notre évaluation, parce c'est la deuxième étude en fait, il y avait 2021 et 2013. En 2013, on disait que la présomption était faible. Donc on avait, il y a plus d'éléments. Il y a plus d'éléments, parce qu'il y a eu plus de données scientifiques, notamment épidémiologiques, avec des grandes cohortes, notamment une grande cohorte américaine. Les Américains utilisent beaucoup de glyphosate, ils sont très exposés, ils ont des OGM, nous n'avons pas d'OGM, donc quelque part ils utilisent le glyphosate aussi sur leur culture. Nous, c'est en interculture, c'est entre deux cultures, et donc l'ensemble de ces données fait que on a évolué. Et effectivement, on dit, on peut se poser, en gros, on devrait résumer les choses, on devrait se poser la question quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on est intermédiaire. On devrait se poser la question de la cancérogénicité du glyphosate et ne pas balayer, en tout cas, les études scientifiques. Simplement parce que effectivement les agences réglementaires font quelque part office de position un peu dominante. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est très important. C'est-à-dire, on ne peut pas balayer, y compris dans les décisions politiques qu'on prend, on ne peut pas balayer ce caractère possiblement cancérigène. Mais parce que c'est quelque part l'INSERM, lorsqu'elle réalise ce type d'études, l'expertise collective, on est payé par les impôts des gens, et quelque part, ce serait une perte d'argent, tout simplement. À quoi ça servirait de faire cette étude si elle n'était pas prise en compte ? Elles l'ont été. En France, typiquement, après 2013, l'étude de l'INSERM a contribuer à ce qu'on interdise la vente de glyphosate, par exemple aux particuliers, et dans les espaces et jardins, d'ailleurs espaces jardins puis particuliers. Oui, aujourd'hui en France, c'est réservé à des usages agricoles. Absolument. Et juste pour rester une minute sur le cancer et le lymphome non-Hodgkinien, en fait, c'est sur cette base-là que Monsanto a déjà été condamné à plusieurs reprises aux États-Unis. C'est vrai. En fait, il y a eu 3 procès qui ont fait date à partir de 2018. En fait, le premier, c'était Dwayne Johnson, un jardinier dans une école, qui a réussi à faire condamner Monsanto à l'époque, aujourd'hui donc Bayer, à d'importantes amendes. Et puis ensuite, en 2020, il y a eu en fait une tentative d'accord avec Bayer Monsanto qui indemnise en fait 115 000 victimes. Alors sans reconnaître ses fautes, pour Bayer Monsanto, il y a toujours aucune faute. C'est souvent comme ça. Mais en tout cas, les 3 jugements que j'évoquais là, ce qu'ont fait valoir les avocats, c'est le lymphome non-Hodgkinien, et de fait, c'était des victimes très malades. Alors, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que ces procédures de justice, en fait, finalement, elles permettent aussi à la connaissance scientifique d'avancer et peut-être à dénoncer et à démontrer la dangerosité du produit ? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas si elles nous aident à démontrer les choses du point de vue le scientifique. Moi, je regarde pas les conclusions des procès, quelque part. Vraiment, je m'occupe... La méthodologie scientifique, c'est je pose une hypothèse, je définis un protocole, je lis les résultats, je les analyse. En gros, c'est ça, en 4 étapes. Et alors là, pour l'expertise, évidemment, on n'a pas réalisé, nous, d'études. Ça, c'est important de le préciser. On s'est basé sur des études déjà publiées. On n'a pas eu accès, par contre, aux données des industriels pour pouvoir juger du caractère génotoxique, toxique vis-à-vis du génome, mutagénique, c'est-à-dire mutation cache, il ne vous les donne pas, il vous les demandait, il ne les donne pas. Alors, je me souviens plus, mais en tout cas, on n'a pas eu accès à ces données, et on s'est principalement basé sur la littérature académique. Et quelque part, pour nous, c'est important parce que il y a des études récentes qui viennent de sortir après 2021. Qui sont cohérentes avec notre conclusion, c'est-à-dire qui retrouvent ce qu'on a trouvé, une association qui n'est pas un lien de causalité, encore une fois, pour faire la différence, quand les gens entendent parler d'une étude épidémiologique, il faut bien comprendre que souvent ce sont des associations et que ce ne sont pas des liens de causalité. Pour prendre un exemple très simple, ça doit vous parler, il y a une association entre le fait d'être allongé et le fait de mourir. Mais il n'y a pas de lien
entre le fait de s'allonger et le fait de mourir. Vous n'allez pas, lorsque vous allez faire la sieste, vous attendre, il n'y a pas un risque de mourir. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette association? Parce qu'on meurt dans les lits d'hôpitaux et on meurt dans les EHPAD, etc. Vous voyez? Donc il y a des associations et les études épidémiologiques les révèlent et ont renforcé depuis ce qu'a dit l'INSERM. Donc quelque part on n'est pas content parce que parler d'associations cancéreuses c'est jamais agréable, mais quelque part ça nous a aussi rassuré sur notre méthodologie de travail. Donc quand on dit qu'il y a une présomption de lien moyenne, on pense qu'il y a un sujet de préoccupation, quelque part, on l'affirme. Et par contre, au niveau politique, moi, ce que j'aimerais, c'est simplement que quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision ou à la radio et qui dit « je suis pro-glyphosate, je suis anti-glyphosate », qu'il le justifie. C'est ça qui est important, parce que nous, on l'a justifié au travers des études, et j'aimerais simplement que les positions, elles soient assumées. Et typiquement... Sur les pathologies, il n'y a pas que le cancer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'INSERM a établi justement en 2021 sur les autres pathologies, les autres maladies qui peuvent être également très graves et qui peuvent être associées au glyphosate? Alors, pour ce qui est des autres pathologies sur les populations humaines, on a des présomptions faibles sur d'autres pathologies comme d'autres cancers, mais faibles. Donc on est resté sur des positions de présomption de lien faible. Par contre, les gens qui font de la mécanistique, j'en fais partie, la mécanistique, c'est-à-dire des études expérimentales sur cellules ou souris, et qui ont lu cette littérature, on était 2 dans l'expertise, moi et Bernard Salle, on a pu mettre en évidence dans la littérature possiblement des effets de perturbation endocrinienne, qui reste à démontrer au niveau des populations. Et on a soulevé une hypothèse qui est une hypothèse, selon moi, qui est extrêmement importante, qui est celle de perturbation du microbiote. Le glyphosate est un herbicide, vous l'avez parfaitement dit, et il cible très précisément sa cible dans la plante. Elle est aussi exprimée dans des bactéries et dans des champignons. Certains, pas tous. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait? Pour nous, nous, on a ce qu'on appelle des microbiotes. Par exemple, le microbiote intestinal dont on entend souvent parler. Si on a des perturbations de ce microbiote, on peut avoir des pathologies qui se révèlent. C'est connu, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais pour le glyphosate, il a été démontré que sur les abeilles, en cas de dysbiose intestinale, donc lorsqu'on répand du glyphosate effectivement dans les champs et quand les abeilles sont présentes au moment de l'épandage, il y a une perturbation du microbiote qui conduit, à une plus grande vulnérabilité de ces abeilles, vis-à-vis d'infections, et 2, des désorientations. On sait que pour les abeilles, s'orienter, c'est important pour aller polliniser, retourner à la ruche, etc. Rien ne dit qu'à chez l'être humain, ce sera aussi le cas. À ce stade, on n'est pas capable de le dire, mais l'hypothèse aurait mérité d'être posée bien en amont. Parce qu'en fait, pour moi, l'hypothèse de la cancérogénicité, elle est intéressante, mais... de bon point de vue, si on s'est beaucoup orienté sur le cancer avec le glyphosate, c'est parce que quand on détermine que molécule est cancéreuse, oui, elle est interdite. Et là, en l'occurrence, la cible ne prédisposait pas à ce qui est nécessairement du cancer. Un cancer comme le lymphome non-hodgkinien, mais plutôt des dysbioses intestinales. Et ça aurait dû être étudié, il y aurait dû avoir de l'argent là-dessus pour étudier ceci, et ça n'a pas été fait suffisamment rapidement. Maintenant, ça commence à venir, mais évidemment, le temps de la science fait qu'on aura des réponses probablement pas avant quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de lier des maladies graves, voire des décès à l'utilisation de glyphosate? On pense spontanément à des agriculteurs ou des gens qui travaillent en lien directement, qui les manipulent au quotidien. Est-ce que vous voulez dire en cas d'intoxication? Oui, est-ce qu'aujourd'hui on sait que c'est possible, c'est une source? Hormis le lymphome non-hodgkinien pour nous, selon nous et selon l'INSERM, selon les autres experts aussi, je ne suis pas tout seul, évidemment, ça a été un gros travail d'expertise. Hormis le lymphome non-hodgkinien, à ce stade, pas vraiment. Mais le lymphome non-hodgkinien, on dit encore une fois que il y a un lien de présomption moyenne. Donc, quelque part, c'est... Et qu'est-ce qu'il faudra pour établir, de fait, ce que vous semblez dire, c'est qu'il faudra toujours beaucoup plus d'études partout dans le monde pour pouvoir, finalement, là vous disiez 2013, on était sur une présomption faible, puis on passe à une présomption moyenne sur l'aspect cancérogène du glyphosate. Là, il faudra encore plus d'études, et c'est ça qui nous permettra d'avoir une idée plus précise. En fait, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que un cancer, c'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. C'est une pathologie qui apparaît avec le temps long. Pour pouvoir transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse, il faut l'endommager une fois.
2 fois, 3 fois, je schématise, mais c'est ça. C'est 4 ou 5 fois, et ça met du temps à se mettre en place, et donc du coup, sur des pathologies neurodégénératives, ou sur des pathologies qui sont des pathologies du neurodéveloppement, ce genre de pathologie, ça met du temps à se mettre en place. Et c'est pour ça que, par exemple, sur la chlordécone, vous avez le cancer de la prostate, qui est maintenant clair. Qui a été reconnu sous le premier quinquennat Macron, donc très très tard. Bien tardivement. Après beaucoup de dégâts, évidemment. Est-ce qu'on, question bête, pardon, mais est-ce qu'on peut retrouver du glyphosate dans nos assiettes? En gros, est-ce qu'il y a des risques pour les consommateurs? Alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, etc., mais il y a des gens qui ont du glyphosate dans leurs urines. Il y a eu à une époque, alors excusez-moi l'expression, ils s'appelaient eux-mêmes comme ça des pisseurs de glyphosate. C'est-à-dire qu'ils faisaient mesurer leur taux de glyphosate dans leurs urines et ils détectaient du glyphosate. Donc on a potentiellement tous du glyphosate dans nos urines. Potentiellement tous, on a potentiellement du glyphosate dans les urines. Voilà. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que les doses qu'on retrouve sont dangereuses? Alors, d'un point de vue toxicologique à l'heure actuelle, si on se base sur les études réglementaires, selon la science réglementaire. Ça, c'est les études fournies par les industriels. Voilà, faut préciser parce que évidemment, réglementaire, voilà. C'est ça. Et évidemment, on est beaucoup plus bas que les niveaux toxicologiques. Par contre, ça peut arriver lorsqu'on mesure, et l'épisseur de glyphosate, c'était ça, cette expression, c'est pas simple à dire quand même. Lorsqu'ils mesuraient leur concentration, elles étaient au-dessus des niveaux pour définir le seuil de qualité de l'eau potable. Vous voyez, quand on comparait l'urine à l'eau potable, en gros, les niveaux de glyphosate étaient supérieurs à ceux qu'on pourrait attendre dans une eau potable. Donc, ils étaient particulièrement inquiets. Le point, on pourrait dire presque positif par rapport à tout ça, c'est que si vous retrouvez du glyphosate dans vos urines, c'est qu'au moins ça reste pas dans votre corps. Parce que la demi-vie du glyphosate, ça on le sait, ça a été étudié dans le corps. Si vous absorbez 1 gramme de glyphosate au temps T, 5 heures après, vous en avez perdu la moitié. Donc on l'élimine assez vite. C'est une molécule qui quand même s'élimine assez vite. Donc la question, surtout en lien avec son risque de développer des pathologies, c'est son danger, oui, ça il y en a un. L'exposition, elle existe. Elle semble pas très très élevée, mais la molécule est très utilisée et c'est l'herbicide le plus utilisé en France. Donc voilà, et c'est là qu'en fait le débat est complexe. Ce que vous dites là, plus tout ce qui a été démontré en laboratoire sur les rongeurs ou sur les poissons zèbres que vous évoquez, qui sont quand même des animaux en toxicologie sur lesquels on peut se baser pour tirer des conclusions sur l'espèce humaine, est-ce que tout ça ne suffit pas pour faire appliquer le principe de précaution? C'est la question qu'il faut poser à un politique. Typiquement, c'est pas à moi d'y répondre. Moi, en tant que citoyen, j'ai mon avis. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle de pesticides, on parle de molécules qu'on utilise pour produire des aliments. En général, on peut produire des fleurs aussi, évidemment, mais on produit des aliments. Et qui utilise des aliments? Il y a des consommateurs, et puis il y a des producteurs qui vendent les pesticides. Donc il y a toute une chaîne de responsabilité, et sûrement pas de culpabilité, qu'il faut identifier. Il faudra probablement investir beaucoup d'argent si on voulait changer ce modèle. Voilà. Et encore une fois, ça, c'est un positionnement politique. Et donc, c'est aux politiques de répondre. Est-ce qu'on change le modèle? Voilà, typiquement, c'est la question à poser aux politiques. Mais, voilà, il y a une chaîne de responsabilité, tout simplement parce qu'on gaspille, nous, consommateurs de la nourriture, on gaspille près de 30 kilos de nourriture par an. Donc, pour produire de la nourriture, il faut rappeler à vos auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices que chaque personne individuellement gâche 30 kilos par an de nourriture. Les agriculteurs, on leur a dit à un moment, il faut utiliser des herbicides parce qu'il faut nourrir la France. Donc, eux, ils se sont dit, on y va, on fonce et on fait ça. Et maintenant, voilà, je peux comprendre aussi que pour eux, ça leur pose un problème qu'on les pointe du doigt, parce que on les a engagés dans ce système-là. Certains s'y reconnaissent très bien, et d'autres pas du tout aussi. Donc voilà, la question est vraiment politique. Mais est-ce que vous dites pas, il faudrait qu'on quand même soit, pour reprendre la question d'Amélie, que le principe de précaution soit plus présent dans les décisions politiques qu'on prend? C'est-à-dire, on peut se dire, je crois que c'est la chercheuse Laurence Huck que tu as interrogée, Amélie, qui dit, si les évaluations, alors là elle parle de l'agence européenne, si les évaluations de l'agence européenne reposaient sur la science, ça fait des décennies que le glyphosate serait interdit. Quelque part, oui, elle soulève un point qui est important, qui est encore une fois la prise en compte d'une majorité d'études, et surtout, je pense, le fait que la réglementation, elle n'a pas du tout évolué, très peu évolué depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années. Et c'est ça le point problème. Si vous prenez une pathologie cancéreuse, aujourd'hui on sait qu'à 5 ans, si vous développez un cancer du sein et qui n'est pas métastatique, votre taux de survie à 5 ans, il est de 99%. Ce qui est une très bonne nouvelle. Si le cancer du sein est métastatique, ça passe à 27%. Donc le problème, on le voit tout de suite dans la pathologie cancéreuse pour le cancer du sein, c'est la métastase. Or, ce qui est évalué au niveau de l'EFSA, c'est l'apparition du cancer, pas son évolution. D'accord. Très peu.
Et donc, quelque part, nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans le laboratoire. On essaye de développer des tests et de les translater, comme on dirait en français, de les transposer. Merci à l'OCDE. Sur les tests réglementaires, c'est l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique. On essaie de développer des tests qui s'intéressent à ce processus du processus cancéreux, ce sous-processus. Et ça n'est pas suffisamment fait. Il n'y a pas assez d'études sur la suite de ces cancers, comment ces cancers évoluent. Par exemple, il n'y a pas assez d'études sur l'obésité, il n'y a pas de test pour évaluer si une molécule est obésogène, qui génère de l'obésité. Mais là, on parle des cancers, on parle du glyphosate. Diabétogène, voilà. Ou des dysbioses. L'EFSA le dit dans son rapport, elle dit nous n'avons pas été en mesure d'évaluer. Alors, c'est précisément une des conséquences des problèmes de microbiote aussi. Oui, on va regarder justement pour resituer un petit peu. Au cœur de cette bataille européenne du moment, il y a donc cette fameuse EFSA, Agence européenne de sécurité des aliments, qui dit en juillet ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est, lors de son examen de l'évaluation des risques associés au glyphosate en ce qui concerne les risques pour l'homme, pour l'animal ou pour l'environnement. En gros, elle nous dit qu'il n'y a pas de risque, mais elle nous fait aussi état de lacunes dans les données. Oui. Est-ce que vous nous avez dit que vous ne travaillez pas exactement de la même façon de l'EFSA? On a beaucoup lu, beaucoup entendu que l'EFSA, c'est aussi à l'industriel qui produit un pesticide de prouver son innocuité, ce qui expliquerait aussi des différences de méthode avec la façon dont vous travaillez. Expliquez-nous ça. Alors, quoi donc en particulier? Le fait que ce soit l'industriel qui... Oui, c'est-à-dire on a beaucoup lu et entendu que l'EFSA, c'était en gros les données des industriels, en résumé à gros traits. En gros, l'industriel, quand il veut mettre une molécule sur le marché, c'est aussi le cas pour un médicament, c'est lui qui fait les tests. C'est l'industriel qui doit faire les tests. Donc l'EFSA se base sur des tests faits par les industriels? En fait, sur les tests et sur les données des tests, entre guillemets. Donc l'EFSA ne teste pas elle-même. En gros, l'industriel dit je veux mettre cette molécule sur le marché. L'EFSA lui dit vous devez réaliser ce test-là, ce test-là, ce test-là, une batterie de tests, c'est pas un ou deux tests, c'est plusieurs tests, c'est quand même contraignant. Donc l'industriel le fait, il produit des données, il les envoie à l'EFSA, l'EFSA c'est l'ECA et donc l'EFSA qui l'analyse. Donc l'ECA, juste préciser, donc c'est l'agence des produits chimiques européens. Voilà, l'agence européenne des produits chimiques, européenne qui est... Donc on comprend qu'il y a un appareil qui valide à la fin, mais on comprend que les données, elles viennent des industriels, elles viennent des industriels, testées, mesurées par les industriels. Bien sûr. D'accord. Et alors là, la question sous-jacente, c'est évidemment toujours est-ce qu'on peut faire confiance à ces données? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces données? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment ça a été fait. Moi, quelque part... C'est pas sur ces données que vous travaillez, vous, en tout cas? Non, sur ces données, on n'a pas travaillé, effectivement. L'EFSA nous dit aussi lacunes. Il y a des lacunes dans les données. Ça veut dire qu'à la fois, l'EFSA nous dit il n'y a pas de problème a priori, mais enfin quand même, il nous manque des informations. Je suis d'accord que quand on lit le rapport, c'est paradoxal. C'est étrange. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent il n'y a pas de domaine de préoccupation majeur parce que si on regarde un certain nombre de domaines, on n'est pas capable de répondre. Par exemple, sur la question du glyphosate pour le consommateur, lorsqu'on parlait de lymphome non-Hodgkinien tout à l'heure, du lymphome, le cancer du sang et du cancer du sang, c'est évidemment des cohortes d'agriculteurs et d'agricultrices, des gens très exposés. Quid de l'exposition des consommateurs, qui peut-être pas importante, mais répétée en tout cas. Et des riveraines et des riverains. Et des riveraines et des riverains. De la population générale, bien sûr. Et des animaux qui sont, et puis des bactéries, des vers de terre, tout ça. Donc, je ne sais plus où j'en étais. D'ailleurs, on n'est tellement pas sûr que, si j'ai bien compris, vous allez me contredire si j'ai faux, mais dans le projet de prolonger l'autorisation du glyphosate en Europe dans les 10 prochaines années, il y a la possibilité, et qui est envisagée pour les États, de dire peut-être que vous pourriez faire des zones tampons avec les cultures. Donc c'est bien la preuve qu'on se dit qu'il y a peut-être un souci quand même avec ces glyphosates. Oui, alors quelque part, on peut le voir, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que si on met des zones tampons, c'est qu'on se pose des questions. On préférerait appliquer une forme de principe de précaution light. Et quelque part, c'est plutôt bien de mettre ces zones tampons dans ces cas-là pour protéger les populations. Mais ça ne résout pas le problème des écosystèmes, qui eux vont continuer à être très exposés. Or, on sait qu'aujourd'hui, on l'a mis dans l'expertise des agriculteurs, de toute façon, qui continueront à être exposés. Aussi. Et tout le reste de la population, oui. Ces règles de fonctionnement de l'EFSA, elles n'ont jamais été remises en cause? On les critique, on les observe, ça fait des années que l'EFSA fonctionne comme ça.
Il n'y a pas chez vous, les chercheurs, les scientifiques, des tentatives pour justement faire bouger les règles. Typiquement, voilà, vous parliez de Laurent Suc tout à l'heure, il y a chez nous Sylvie Bortoli, qui ont travaillé sur les SDHI, par exemple, qui sont des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Les fongicides, donc, s'attaquent aux champignons. Voilà, typiquement, il y a très peu d'études épidémiologiques sur le sujet. Elles identifient un mécanisme qui, effectivement, ne fait pas l'objet d'un test réglementaire actuellement au niveau de l'EFSA. Et les hypothèses qu'elles posent par rapport à celui-ci, c'est possiblement aussi des cancers avec ces fongicides. On aura peut-être des données dans quelques années au niveau des populations humaines. La question, c'est maintenant, comme on sait qu'il y a un mécanisme d'action cellulaire, moléculaire identifié, est-ce qu'on applique ou non le principe de précaution? Là encore, c'est une décision qui est une décision politique. Alors, c'est un dossier sur lequel on a des avancées, mais aussi des reculs, d'une certaine façon. Emmanuel Macron s'était engagé à interdire le glyphosate au plus tard en 2021. Il est ensuite revenu sur ses engagements. Et désormais, dans cette négociation européenne, le gouvernement est pour la reconduction de l'autorisation. Il y a 10 jours, Célia Mebroukine et Bérénice Gabriel de Mediapart sont partis à la rencontre du ministre de l'Agriculture. C'est lui, Marc Fesneau. Il s'enorgueillit, vous allez voir, des efforts de la France qui a réduit l'usage du glyphosate ces dernières années. Mais nous, on a réduit de 30%. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous le redis sous une autre forme, moins 30% depuis 2018. Voilà ce qu'on a fait. Et on est les seuls pays du monde à l'avoir fait. Pourtant, le glyphosate, pas question de l'interdire en France. Parfois, il y a des impasses. C'est un herbicide foliaire. Quand vous êtes en pente comme ça, quand vous faites de l'agriculture de conservation, il n'y a pas de solution. Le ministre qui s'appuie sur les recommandations de l'EFSA, la fameuse agence européenne. Je lis ce que dit l'EFSA. Moi, je dis juste que depuis 2015, on sait que c'est cancérogène. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur une interdiction? Sauf que l'EFSA ne le dit pas. L'Europe se base sur la science pour prendre ses recommandations. Elle se base sur des études qui sont fournies par les industriels. Bien sûr. D'accord. Donc l'EFSA, quand c'est l'ANSES, ça va ou ça va pas. Quand c'est l'EFSA, ça va ou ça va pas. Je ne vais pas parler de l'ANSES. Non, mais il faut se mettre une doctrine. Il faut se mettre une doctrine, en fait. Soit on pense que la science a raison. Votre doctrine, c'est de suivre seulement les agences européennes et pas les agences françaises qui disent l'inverse. Mais on peut suivre les deux, non? Et on n'est pas sur une... Non, mais... Écoutez, madame, pardon. La science dit que c'est un problème de santé publique. Mais la question n'est pas de se convaincre l'un l'autre. Hein. La question, c'est si on dit l'EFSA, je la suis dans certains cas et pas dans d'autres. Si on dit je l'enseigne, je la suis dans certains cas et pas dans d'autres. Alors ça veut dire qu'on fait la science à la carte en fonction d'une doctrine ou d'un dogme. Bon, Xavier Coumoul, la science à la carte, c'est pas trop votre affaire, si j'ai bien compris. Vous êtes quand même quelqu'un de sérieux, un scientifique sérieux. J'espère. Comment? J'espère. Voilà. Marc Fesneau, il nous parle de dogme. Mais on est bien d'accord que le gouvernement, en s'appuyant essentiellement sur les données de l'ENSA, défend aussi une approche qui n'est pas partagée par tout le monde. Oui. Oui, tout à fait. Bon, après, voilà, c'est sa position. Et en fait, moi, ce qu'il aurait fallu lui demander, c'est pourquoi il ne prend pas en compte aussi les recommandations du CIRC ou de l'INSERM, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça, il faut le dissuader. Alors après, dans un moment comme ça, là déjà, dans un moment comme ça, sur une interview comme ça dans la rue, je pense que voilà, il a envie de répondre vite et donc il donne un argument qui est un argument que voilà, assez politique quelque part. Mais en fait, ça mérite un vrai débat et en fait une vraie justification, que ce soit lui d'ailleurs ou des opposants au glyphosate, quoi. Mais pourquoi? L'INSERM, c'est un oui, je sais pas. J'ai pas la réponse. J'en sais rien. Je suis pas dans sa tête. C'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, ce que j'aimerais, oui, si typiquement il était sur le plateau, je lui demanderais, qu'est-ce que vous pensez des études de l'INSERM, tout simplement, quoi. Voilà. Et pourquoi l'étude de l'INSERM n'est pas prise en compte par l'EFSA? Il faut préciser aussi que l'EFSA produit une évaluation. C'est pas non plus l'EFSA qui décide. Ensuite, il y a justement la décision politique des États membres. Bien sûr. Mais l'EFSA ne fournit qu'une évaluation. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, effectivement, il y a des pays qui vont sûrement s'y opposer, d'autres qui hésitent, d'autres qui vont reconduire. D'ailleurs, on en est où là justement sur cette histoire du vote là, le 12-13? Est-ce que c'est déjà plié, qu'on sait que le glyphosate sera réautorisé, ou est-ce qu'il y a encore des zones d'incertitude? Tu l'as dit, l'Allemagne notamment qui est opposée. Oui, j'ai envie de dire que c'est pas complètement plié. On n'a pas des infos sur ce que vont voter chacun des 27. Je vous ai donné ce que je sais, en tout cas pour quelques-uns d'entre eux, sachant que le vote de la France, il est évidemment très important, puisque la France est quand même le premier pays agricole européen. Donc symboliquement, la voix de la France, elle compte quand même énormément. Et puis en termes de population, puisque comme c'est un vote à majorité qualifiée, évidemment, elle emmène un paquet de monde. Xavier Coumoul, c'est l'argument que Marc Fesneau nous dit, il n'y a pas d'alternative. En fait, il nous dit en gros, c'est compliqué. Il y a plein d'endroits où c'est compliqué de substituer au glyphosate. On essaye de le faire.
mais on n'y arrive pas. Est-ce que, oui ou non, est-ce qu'il y a des alternatives aujourd'hui efficaces? Alors peut-être si on change, on pourrait aussi changer un peu de modèle d'agriculture éventuellement, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a de l'agriculture biologique, ça existe. Donc la réponse est oui. Après, la question, je pense que c'est une question d'échelle. Moi, je ne suis pas agriculteur, donc je ne me rends pas compte quand vous imaginez que vous avez 10 ou 12 vous dites, hectares. Les agriculteurs, il ne faut pas leur taper dessus. Ils ont été engagés dans un modèle, il faut mais bien sûr, parler avec eux. Mais bien sûr, c'est des gens en plus qui, pour certains, sont en souffrance sociale. Donc on ne va pas en rajouter quelque part. Et peut-être qu'il faut les aider justement vers un modèle de transition. Leur dire, voilà, on vous a entraîné, vous avez appliqué, vous avez accompli votre mission qui était de nourrir la France, d'autonomie alimentaire, on en a beaucoup parlé. Bon voilà, mais quand on parle d'agriculture biologique, forcément on se passe de glyphosate, donc c'est possible de s'en passer. Après, c'est peut-être une question d'échelle. Si on revient à des parcelles qui sont plus petites, plus gérables manuellement ou par d'autres processus de désherbage, etc., peut-être qu'on arrive, entre guillemets, on arriverait à se passer de glyphosate. La question, c'est cet énorme modèle. On voit ces grandes plaines aussi aux États-Unis de blé, et on les voit aussi dans la Beauce en France. C'est très très grand. Donc lorsque vous passez un modèle qui est gigantesque avec très peu de personnes qui s'occupent du champ, la mécanisation et l'utilisation de la chimie devient sûrement pour certains quelque chose de difficile à ne pas utiliser, quoi. Ça devient quelque chose d'obligatoire. Donc là, il y a une vraie réflexion qui doit engager aussi les agriculteurs, qui eux doivent dire, moi je ne peux pas m'en passer, expliquer pourquoi, et voir comment on peut arriver à solutionner ces problèmes. Là après, moi je suis pas agriculteur, donc je peux pas répondre sur cette question-là. Mais en tous les cas, des alternatives, c'est sûr qu'il en existe, puisqu'il y a de l'agriculture bio. Est-ce que c'est dur de discuter des glyphosates? Est-ce que vous avez du mal à finalement faire parler un peu de vos recherches, etc. Ces dernières années, la discussion autour du glyphosate, elle a été très compliquée, elle a été parfois très rendue complexe par des polémiques, des débats, des discussions, des remises en cause, de données scientifiques de part et d'autre, etc. Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que, en gros, cette complexité du débat public, elle est complexe parce que, de fait, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet scientifique et on ne sait pas trop sur certains aspects, donc voilà. Ou est-ce que c'est un peu organisé aussi par des gens, notamment des industriels, qui ont intérêt à ce qu'on organise cette complexité du discours? Alors, oui, c'est possible qu'ils cherchent à l'organiser. Moi, je pense que la complexité... En fait, pour moi, il n'y a pas de complexité. Il y a des données scientifiques. Les données scientifiques, elles disent quand on applique tel type de méthodologie, c'est cancérigène probable. Quand on applique tel type de méthodologie, il y a une présomption de la moyenne, et quand on applique telle méthodologie, c'est pas cancérigène. Il faut juste expliquer. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre tout le débat et qui veulent le revoir en différé, regardez les 5 premières minutes, on parlait de la méthodologie. C'est ça la clé. Moi, je n'ai pas de difficulté à parler du glyphosate. Pour moi, le sujet, il est tout à fait clair, en fait. Mais je comprends que pour les gens, ce soit complètement embrouillant, le message. Pour une raison simple, c'est que quand on entend quelqu'un parler du glyphosate, souvent on entend son opinion sur le glyphosate, mais qui est souvent une opinion un peu personnelle. Je suis contre ou je suis pour. En disant, regardez, l'EFSA dit en gros, allons-y, donc on y va. Le CIRC dit c'est probablement cancérigène. Ils disent pas d'ailleurs d'y aller ou pas y aller. Ils disent simplement c'est probablement cancérigène. Vous aussi, vous dites qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité. En fait, ça doit être, et après, ça doit être assumé au niveau politique sur le plan du choix. Voilà, tout simplement. Et donc, bien avoir en tête que, il y a une méthodologie qui est différente entre l'EFSA et entre l'agence européenne et les instituts de recherche. Et on est bien d'accord que vous défendez votre méthodologie qui n'est pas celle de l'ENSA. Ah oui, parce que en fait, cette méthodologie, 5300 documents, ça nous a pris un certain temps. On devait tout faire en un an, 2018. Fin 2019, les prémices de ce qui allait arriver en 2020 commencent à arriver. Et on nous dit... ça sort en 2021. Attention, voilà, et ça sort en 2021 à cause de la crise Covid. On a eu le temps, du coup, de remouler un peu de remodeler un peu nos conclusions, de retravailler, d'inclure de nouvelles études. Ça nous donnait un peu plus de temps et c'était pas plus mal. Mais oui, notre méthodologie, pour moi, elle est vraiment basée sur la méthodologie scientifique académique. Ouais. Il y a eu ces dernières années, quand même, c'est important de le resituer pour les gens, les Monsanto Files qui ont été publiés par plusieurs médias, dont Le Monde. En 2015, Le Monde qui a révélé que Monsanto, pour qui le Roundup était quand même une vache à lait financière, savait dès 1999, sur la base d'études que la multinationale avait elle-même commandées, que le glyphosate est un clastogène potentiel in vitro, ce qui veut dire en gros que c'est un mutagène capable de casser l'ADN et en gros d'induire des aberrations chromosomiques. Les Monsanto Files
grâce auquel on a aussi appris que Monsanto a fait paraître des articles coécrits par ses employés, signés par des scientifiques pour contrer les informations dénonçant la toxicité du glyphosate. Donc on est aussi dans cet univers-là, c'est-à-dire qu'y compris les études de longue échelle que vous produisez, elles peuvent être remises en cause par des intérêts particuliers. Oui, c'est-à-dire que quand vous lisez une étude scientifique, moi j'invite toujours les gens, s'ils veulent vraiment être très pointus sur le sujet, il y a de plus en plus de revues qui sont en accès libre maintenant, tant mieux, donc les gens peuvent le lire. Allez regarder les déclarations de conflit d'intérêts. Il y a parfois des études qui vont dire effectivement que le glyphosate n'est pas cancérigène, et parfois ces études sont fondées par Bayer. Il y en a une en 2023 qui a été sortie, je ne vais pas dire laquelle, voilà, mais ça se trouve assez facilement. Voilà, donc en quelque part, il faut avoir cet élément en tête, se dire... Je donne cette conclusion, mais attention, cet article, il a été quand même financé par Bayer, même si l'auteur de l'article dit typiquement, enfin il ne le dit pas, mais il dit, moi j'ai appliqué une méthodologie et Bayer Monsanto n'a été, entre guillemets, averti des résultats que après j'ai fait tout le travail tout seul. Bon voilà. Donc quelque part, il y a des conflits d'intérêts. Il faut simplement qu'ils soient bien déclarés et que quand on se base sur une étude, on soit conscient que ça puisse exister. Ouais. Est-ce qu'on subit des pressions quand on est scientifique comme vous et qu'on travaille sur ces produits-là ? C'est une bonne question. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu très peu. J'ai eu quelques fois des contacts de gens qui me disaient alors le rapport de l'INSERM, quand est-ce qu'il sort ? Quelles sont les conclusions ? Ils voulaient les conclusions en avance. Je ne vais pas dire qui, mais voilà, qui étaient des personnes un peu inquiètes du rapport. Mais dans l'ensemble, non, on n'est quand même pas dans un monde où les gens se comportent de manière avec trop de pression. Donc, moi, j'ai pas eu à subir de pression. Voilà, pour répondre à la question. Merci. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'allais vous poser la question. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Vous avez répondu. Je ne suis pas D'ailleurs, votre déclaration d'intérêt, elle est en ligne. Il suffit de taper votre nom. Absolument. Déclaration d'intérêt. Vous verrez, tout est en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Comboutet. Je vous en prie. Merci à vous. Mediapart. Amélie, merci à toi. Beaucoup de choses à lire sur le glyphosate en ce moment. J'espère que c'était plus clair. C'était très clair. En tout cas, plus clair, en effet. Ouais. Amélie, un article récent que tu as publié sur Mediapart, les ONG Génération Future et Global 2000 accusent Bayer, d'ailleurs Monsanto, d'avoir caché une étude qui date de 2001, qui met en évidence les effets toxiques du glyphosate sur le développement neuronal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous suivre. Vous le savez, cette émission, elle est en accès libre, mais Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. Donc, si vous le pouvez, merci de vous abonner et de nous aider à faire ces émissions et à produire aussi des articles d'enquête sur Mediapart. Bonne soirée, à bientôt.